Donc, pour ce soir, si mes slides veulent bien avancer, on va couvrir trois parties. Donc, d'abord, la première qui sera consacrée à inventorier les opportunités du marché de l'emploi que l'on appelle visible et des job boards. La deuxième partie sera consacrée au marché caché de l'emploi, comme on en entend parler déjà depuis une vingtaine d'années. Et ensuite, on passera à la partie candidature spontanée, à savoir comment optimiser une candidature spontanée en s'appuyant excusez-moi, sur une autre définition du marché de l'emploi qui est appelée le marché transparent, grâce à l'avènement des réseaux sociaux professionnels. Donc déjà, pour commencer, je voudrais poser une question à tous ceux et celles qui sont connectés pour savoir un petit peu, selon vous, comment mettons en place une stratégie de recherche d'emploi efficace. Donc, n'hésitez pas à vous démuter, à intervenir pour répondre à, selon vous, cette question de manière intuitive. Est-ce que quelqu'une veut intervenir? Avec du réseau, quoi. Alors, du réseau, d'accord, c'est une première idée. Oui. Déjà en ayant son CV à jour. Déjà aussi, oui, effectivement, l'outil CV à jour, d'accord. Est-ce que vous voyez d'autres points? À mettre à jour aussi sa page LinkedIn. D'accord. Et peut-être solliciter des recommandations aussi de personnes avec qui on a collaboré. D'accord, donc en gros avoir on va dire une stratégie de e-community management de sa propre marque candidat, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc oui, ça sera le thème du prochain webinaire justement, donc je suis d'accord. Quand on parle stratégie, normalement, est-ce qu'on se situe en amont ou en aval de la recherche d'emploi? En amont. Voilà. En amont, oui. D'accord. Donc, quand on a besoin de savoir effectivement un petit peu où on va et avoir un peu un plan en tête, au moins une direction en tout cas. Tout à fait. Donc, un projet. Voilà. En effet, l'idée, c'est peut-être effectivement d'avoir une idée relativement précise d'un ou plusieurs scénarios professionnels, de manière à se fixer des caps, effectivement, et après à développer des actions pour atteindre ce cap. Mais il y a une autre donnée quand même, il y a une autre composante qui est importante avant de planifier cette stratégie. Est-ce que vous avez une autre idée encore? Moi, je dirais plus cibler ou définir les offres d'emploi qui peuvent correspondre à notre profil de poste, à notre profil. Oui. Alors, effectivement, on se rapproche un peu de l'idée vers laquelle je veux pouvoir vous amener un petit peu. Les offres d'emploi, effectivement, font partie de l'analyse un petit peu qu'on doit faire d'un marché de l'emploi, quelque part. Parce qu'effectivement, on peut très bien avoir un projet professionnel, c'est-à-dire un objectif de métier pour sa prochaine étape de carrière. Mais est-ce que ça a du sens de fixer un cap métier si en amont, on n'a pas fait une analyse du marché client de l'emploi? C'est ça la question. Parce qu'il y a bien trop de gens, de profils, de candidats qui ont une idée de projet professionnel pour la prochaine étape de carrière et qui ne se sont pas posé la question de savoir si ce marché était en capacité de générer une opportunité de poste qui soit conforme à la concrétisation de ce projet. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avant d'élaborer, si vous voulez, les objectifs métiers que vous pouvez désirer pour votre prochaine étape, il faut qu'on s'attelle à identifier d'abord si il y a, par rapport à ces métiers sélectionnés, par rapport à ces objectifs métiers, des offres d'emploi qui correspondent sur le marché. Parce que faire le choix d'un métier sans s'être rapproché d'une étude de marché quelque part, c'est un peu comme quand on lance un produit nouveau sur un marché prospect. Si vous lancez un nouveau produit sans avoir fait une étude de marché en amont du lancement de produit, et je prends volontairement une métaphore marketing pour le faire, effectivement, il se peut que vous lanciez un produit qui n'a pas sur ce marché de clients potentiels. Donc,
il ne suffit pas simplement de se réfléchir par rapport à quelle typologie de carrière, quelle typologie de métier, dans quel secteur je veux aller pour la prochaine étape. Une fois qu'on a l'idée d'un cap, il faut tout de suite faire une étude de marché pour voir si vous avez des chances de le concrétiser. Et c'est pour ça que mettre en place une stratégie d'emploi efficace, c'est d'abord, je dirais, avoir une analyse affinée et une étude en amont du marché de l'emploi, d'une part, et d'autre part, de la manière dont les besoins en recrutement vont s'exprimer sur ce marché. Et donc, pour établir une forme d'étude de marché, quand on a une idée de métier, un scénario professionnel pour la prochaine étape, c'est vrai qu'il faut distinguer 4 grandes typologies, on va dire, de marché. Donc, on parle du marché de l'emploi visible, donc premier marché. Deuxième marché, l'invisible, direct en particulier. On va venir sur sa définition. L'invisible, indirect donc pour le premier, direct pour le second. Et enfin, le fameux marché transparent qui est une nouveauté depuis ces 6-7 dernières années que l'on va un petit peu définir ensemble. Alors, les offres d'emploi visibles du marché de l'emploi et ses sources qui proviennent de ce qu'on appelle les job boards, c'est-à-dire les sites d'emploi dédiés aux annonces de recrutement qui sont diffusées. Alors, le marché visible de l'emploi, c'est le marché finalement le plus facile à détecter, à cibler, à analyser, comme je viens de le dire, parce que précisément les offres d'emploi sont formelles et donc les demandes de recrutement des entreprises font l'objet d'annonces de recrutement, donc d'offres d'emploi. Généralement, elles sont consultables au niveau du grand public. En version print, bien que le print, l'imprimé devient de plus en plus rare, et majoritairement maintenant sous l'angle digital. Donc ce sont des annonces diffusées par le biais donc, de sites web, et donc depuis ces 10 dernières années, 9 annonces sur 10 voilà, sont diffusées via le digital et le web. Donc les sources de ces offres officiellement diffusées sur le marché. Alors, il faut quand même connaître les principales, mais aussi avoir des réflexes parce que la partie, je dirais, cachée de l'iceberg qui correspond aux offres invisibles, on va le voir tout à l'heure, mais on a quand même un 10-15% d'offres d'emploi visibles sur lesquelles vous devez vous mettre absolument en veille quand vous êtes dans une logique de recherche d'emploi et même si vous êtes en poste et que vous souhaitez, dans une veille active, réfléchir à un changement d'employeur. Donc, on va regarder d'abord tout ce qui est presse nationale, avec des supports nationaux les plus connus, comme Figaro, Express, Le Monde, Les Échos, La Tribune, qui sont majoritairement donc, des journaux qui sont toujours print, mais sur lesquels, effectivement, on a aussi une partie un peu web, on va y venir, puisque chaque support diffuse aussi ses annonces en print, mais également en web. On a tout ce qui est également presse quotidienne régionale, donc selon où vous êtes situé en France, il y a toujours un canard régional, donc Nice Matin, Var Matin pour les gens du Sud-Est, des Nouvelles d'Alsace pour les Alsaciens et les Lorrains, le Parisien pour les gens qui sont en région parisienne, Sud-Ouest pour l'Aquitaine, etc. Donc, ça, c'est les presses, on va dire, les plus connues. Puis après, il y a des presses qui existent encore, qui sont dites spécialisées, et donc dans lesquelles il y a des rubriques, effectivement, d'offres d'emploi qui sont diffusées, comme Usine Nouvelle, 01 Informatique, la Gazette des communes pour les postes plus en secteur public, fonction publique, collectivité locale, territoriale. Donc, ça, c'est la partie print visible. Ensuite, ce qui est visible également, c'est d'apprendre des opportunités de poste, j'allais dire, dans des lieux d'information ou à l'occasion d'événements, même si on a eu le Covid et que les événements ont été un peu rarifiés sous l'angle présentiel. Il y a de plus en plus d'événements aussi digitaux et de webinaires qui ont été organisés par des institutionnels, donc la mission locale en fait partie, les missions locales, mais également les syndicats professionnels peuvent faire effectivement des thématiques
Et à cette occasion, on peut apprendre qu'il y a des besoins parce qu'ils diffusent les offres d'emploi, les syndicats souvent, les lobbies aussi, les associations privées comme l'Association nationale de la direction RH, la direction commerciale, enfin, l'Association des directeurs commerciaux de France, la DCF, ou encore la DFCG, l'association des directions financières et comptables, et la FTM, qui est l'association privée dédiée aux fonctions achats et services généraux. Donc, toutes ces associations ont également un site web avec des parties offres d'emploi. Donc ça, vous voyez, ce n'est pas des réflexes qu'on a systématiquement, mais on peut avoir des sources d'infos sur des besoins par le biais d'associations privées. Également, les bureaux d'associations alumni, parce qu'effectivement, on n'y pense pas, mais le réseau, notamment EDEC Alumni, aujourd'hui fait l'objet d'un site web, et je sais de quoi je parle parce que j'interviens aussi au niveau du réseau EDEC Alumni pour les coachings individuels des alumni, précisément, dont vous ferez partie à un moment donné. Et donc, vous avez aujourd'hui une refonte du site EDEC Alumni qui a été mise en ligne il y a à peu près un mois, si mes souvenirs sont bons, qui est un équivalent quasiment d'un LinkedIn internalisé à l'EDEC. Donc, vraiment, le site là, tel qu'il a été conçu, vous offre aussi bien une partie offre d'emploi avec des offres d'emploi en nombre qui sont diffusées par des EDEC alumni en poste et qui passent par ce biais-là pour recruter, que d'avoir une base de données ou une base de réseau social avec les 42 000, je crois, diplômés EDEC alumni sur lesquels vous avez directement accès si vous devez envoyer par réseauting votre candidature auprès de l'un d'entre eux. Donc vraiment, la partie association alumni, là je parle de l'EDEC, mais avant l'EDEC, vous avez peut-être eu un parcours académique dans d'autres établissements, hein, ça peut être en université, ça peut être en ingénieur pour d'autres, ça peut être sur des formations de BTS ou de DUT pour certains autres aussi. Pensez bien que les parties alumni qui sont développées depuis maintenant une bonne dizaine d'années dans vos écoles génèrent aussi des diffusions d'offres d'emploi, donc effectivement, il ne faut pas s'en passer. Bureau des stages et emploi des écoles, organismes de formation aussi diffusent régulièrement des offres d'emploi qui leur sont soumises par les entreprises, les forums RH et les salons, donc ça, on espère que ça va revenir depuis le Covid, mais c'est vrai que sur les stands, vous avez des directeurs de ressources humaines qui parlent de leurs stages, qui les affichent, etc. Et enfin, tout ce qui est mairie et parution au journal officiel, dans le cadre de concours, fonction publique, collectivité locale territoriale, gazette des communes. Donc ça, c'est la partie vraiment visible. Visible sous un angle print, on va dire, et un angle effectivement présentiel. Sur le plan vraiment web, donc digital, les offres visibles, c'est d'abord les institutionnels, Pôle emploi.fr, appel.fr, les fameuses rubriques d'offres d'emploi sur les supports nationaux dont je viens de parler côté print, mais également les supports régionaux qui eux aussi ont leur partie web, comme je l'ai dit, et les supports spécialisés qui eux aussi ont leur partie annonce digitale. Ensuite, on a les job boards vraiment généralistes, leaders, donc c'est Indeed, Cadre Emploi, Région Job, Monster, Queljob.fr, Cadréo, Météo Job. Voilà, sur ces sites principaux-là, vous avez un volume d'offres d'emploi qui vous permet d'atteindre la partie visible du marché de l'emploi et qui propose en plus de positionner votre CV dans leur CV Tech où des recruteurs comme moi pouvons piocher pour vous approcher, pour vous chasser. Ensuite, on a les job boards spécialisés, donc qui ne sont pas généralistes comme ceux que je viens de citer, eFinancialCareers.com par exemple, ou Hub Emploi. Mais après, par secteur d'activité, il y a également des job boards qui existent comme l'hôtellerie-restauration.fr pour les métiers du secteur CHR, Job Resto ou pharmaceutique.com pour les postes plutôt orientés santé, laboratoire, et les postes financiers, finances d'entreprise en cabinet chez expertcomptable.com. Alors la liste est non exhaustive, mais effectivement, si on veut chercher des offres visibles par secteur d'activité, il existe des job boards, donc il suffit de chercher un petit peu sur Google avec quelques mots-clés pour tomber sur les job boards spécialisés. Ensuite, autre réflexe, c'est aussi d'aller voir le site
d'emploi des cabinets de recrutement et des agences intérim, parce qu'effectivement, il y a un volume d'offres d'emploi visible sur ces sites-là, alors aussi bien sur de l'Adecco que sur du michaelpage.fr ou du ace.fr, qui sont des cabinets de recrutement nationaux sur lesquels il y a quand même un volume d'offres d'emploi relativement important. Autre réflexe, c'est d'aller sur le site web dans la partie RH d'employeurs que vous ciblez, que vous avez détectés, employeurs que vous pouvez avoir sur votre territoire et qui ont forcément une partie carrière ou emploi sur leur site internet avec diffusion de leurs offres d'emploi dessus, donc il faut y penser. Et ensuite, bien sûr, ça a le vent en poupe, mais il y a sur LinkedIn la partie offre d'emploi également, sur laquelle il y a un certain nombre d'opportunités de plus en plus. Donc voilà, ça c'est vraiment les supports sur lesquels il faut avoir le réflexe d'analyser les annonces, tout ce qui est offre d'emploi pour voir si, en fonction de votre profil, en fonction de votre objectif métier ou de votre projet professionnel, il y a sur le marché de l'emploi en version visible des offres qui matchent avec votre profil. Maintenant, on va passer sur la partie des offres d'emploi invisibles du marché. Le marché invisible de l'emploi ou marché caché, il est plus compliqué forcément parce que les offres d'emploi ne sont pas formalisées en véritable demande de recrutement par les entreprises. Et donc, c'est compliqué parce que les besoins ne font pas l'objet d'une diffusion. Et donc, on est un petit peu à tâtons par rapport à ces opportunités-là. Et donc, forcément, sur ce type de structure que vous pouvez être amené à cibler, eh bien, évidemment, faute d'annonce de recrutement, vous allez devoir monter une offre collaborative spontanée qui peut plus ou moins matcher avec un besoin à un instant T0. Donc, depuis 20 ans, ce marché de l'emploi, il est semblable, comme je le disais, à un iceberg. Les candidats doivent aujourd'hui se rendre visibles des recruteurs. Ça, c'est quand même une nouveauté parce que jusqu'à présent, c'était plutôt les employeurs qui se rendaient visibles avec des offres d'emploi. Et donc, on est de plus en plus dans cette notion de rendre, où les deux parties doivent se rendre visibles finalement pour se rencontrer, en fait. Donc, dans la partie marché invisible, l'enjeu, c'est d'investiguer, d'enquêter sur un marché des employeurs de manière à pouvoir identifier, anticiper, prévoir des recrutements qui pourraient être à venir chez tel ou tel employeur. Donc, deux types de marchés cachés. Le marché caché dit indirect et le marché caché dit direct. L'indirect, c'est quoi? C'est en fait le marché des intermédiaires de l'emploi. Donc, deux cibles en fait sur le caché. Intermédiaires de l'emploi, c'est les cabinets de recrutement, chasse de tête. C'est également les agences intérim ou les cabinets de placement. Et aussi, ce sont quelque part les institutionnels, l'APEC ou Pôle emploi. Parce que, en fait, les entreprises, donc moi qui ai un cabinet, je parle en connaissance de cause, les entreprises peuvent passer par moi, par exemple, pour recruter leur futur chef comptable, leur futur directeur qualité ou leur prochain responsable marketing. Et donc, si vous voulez, quand un cabinet ou une agence intérim diffuse un besoin pour lequel elle est mandatée, eh bien, on va rédiger une annonce que l'on va diffuser. Donc, on va la rendre visible. Mais ce qui est invisible finalement dans l'annonce, c'est le nom de l'employeur. Voilà. Et c'est souvent d'ailleurs aussi le secteur d'activité dans lequel on se situe parce que nous, les cabinets, quand on rédige une annonce pour le compte d'un client, le but, c'est de rendre cette annonce à la fois floue et précise. Alors, floue pour pas que le candidat se rende compte de qui est l'employeur. Voilà. Parce qu'on s'expose au fait que si on est trop précis dans la rédaction de l'annonce, des produits et services du client, du secteur d'activité dans lequel elle se situe, etc., les candidats vont détecter qui est l'employeur final et donc, au lieu de passer par nous et de nous adresser leur CV à nous, pour qu'ensuite on puisse le sélectionner et le prescrire au client final, eh bien, les candidats,
ils sont trop bons dans la détection de l'entreprise employeur qui est au bout, eh bien, ils vont avoir une tendance à outrepasser le cabinet pour postuler en direct auprès de l'entreprise. Donc, ça, c'est des tactiques candidats. Il est clair que dans ces conditions, nous, on est quand même obligé de donner les informations sur l'émission principale du poste, le profil requis. Et c'est vrai qu'au niveau de ce qu'on appelle le bandeau institutionnel, c'est-à-dire la première introduction de l'annonce où on va marquer entreprise, leader, des systèmes d'information, on va rester quand même très vague pour que vous ne puissiez pas déduire qui est l'employeur derrière et que vous passiez donc par nous. Donc, le but dans cette approche de détection des opportunités invisibles, c'est quand même donc d'adresser votre candidature spontanée auprès de ces intermédiaires, non seulement pour rentrer dans l'objectif que je disais juste avant, à savoir vous rendre visible auprès d'eux, de manière à ce qu'ils puissent vous intégrer, alors au mieux sur une offre d'emploi pour lesquels ils sont mandatés de trouver des talents, au pire, pour intégrer la candidatèque de ces intermédiaires, puisqu'on a, nous, intermédiaires de l'emploi, une CVTech, voilà, que l'on crée au fur et à mesure des candidatures spontanées que l'on reçoit, etc. Et dans laquelle on aura une tendance à piocher d'abord, avant même que le fruit de nos annonces génère des CV entrants. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je regarde toujours, quand j'ai une demande de recrutement qui est faite par une entreprise, qu'est-ce que j'ai dans ma base de CV qui peut matcher. Parce que entre le moment où je diffuse l'annonce et que je reçois des CV et le moment où moi je peux trier mes CV dans ma CVTech, eh bien, je gagne du temps en réalité. Je sélectionne donc en premier les CV que j'ai sous le bras, le temps que les candidats postulent à mes annonces. Et donc, dans un deuxième temps, je traite les CV entrant suite à annonce. Voilà. Donc, si je le fais moi, je suis beau d'or, et même je suis certain que mes confrères font quasiment pareil, puisque nous sommes rémunérés sur le fait de trouver le ou la bonne candidate et de présenter la shortlist de, en moyenne, 3 personnes pour un poste correspondant au cahier des charges du poste. Donc, parfois, on est en concurrence avec plusieurs cabinets en simultané. Donc, le premier qui va envoyer des dossiers a le plus de chances que l'employeur sélectionne ces dossiers et embauche ces dossiers à terme. Et donc, on se fait rémunérer une fois que la contractualisation a lieu entre l'employeur et le candidat que l'on a shortlisté. Donc, vous voyez, on ne perd pas de temps à envoyer son CV, à se faire connaître des intermédiaires de l'emploi pour être mieux prescrit. On va dire qu'on est quand même, par rapport à votre offre collaborative, dans une approche d'animation d'un réseau indirect, comme on dirait dans l'univers commercial, quand vous êtes responsable de secteur, par exemple, dans le pharmaceutique, et que vous devez indirectement prescrire une marque de médicaments sur les officines, les parapharmacies, etc. On est là vraiment pas dans du direct, mais dans de l'animation pour être prescrit prioritairement par l'intermédiaire. Donc, vous serez convoqué parfois dans ce type d'action par les cabinets justement de recrutement ou les boîtes d'intérim pour vous faire connaître, pour, je dirais, présenter votre profil, vos compétences soft, hard, de manière à qualifier définitivement votre profil et à être intégré définitivement dans la base, quelque part, de ces cabinets de recrutement. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas toujours une offre d'emploi, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vous octroie un rendez-vous, un entretien, je veux dire, que ça veut dire qu'automatiquement, c'est parce que le consultant a un poste à vous proposer. Par contre, ça aura le mérite de vous faire connaître auprès de lui. Et si le pitch que vous lui faites, l'entretien que vous lui faites se passe bien, que j'allais dire presque un affect peut se créer, c'est-à-dire une sympathie peut se créer entre lui et vous, il se voudra défenseur de votre dossier et peut-être il vous présentera prioritairement dès qu'une opportunité va émerger, opportunité en phase bien sûr avec le type de métier et de poste que vous recherchez. Donc vraiment, il ne faut pas éluder cette stratégie de séduction finalement
de ces cibles indirectes qui peuvent vous vendre à des employeurs finaux. Le marché caché direct, lui, c'est différent, puisque là, il consiste en fait à cibler des profils là d'employeurs plutôt, donc des employeurs potentiels directs, et à leur adresser une candidature aussi spontanée qui pourra correspondre à un moment venu, court, moyen ou long terme, à des besoins émergents que cet employeur pourrait avoir. Donc, se présenter directement auprès d'entreprises que vous aurez identifiées, ciblées par rapport à leur activité, par rapport à leur localisation géographique, par rapport à leur situation économique, si c'est une entreprise qui est en croissance, qui a une tendance à se développer, bref, il y aura de la pertinence à se rendre visible en adressant encore une fois une offre collaborative spontanée, de manière à cette fois-ci intégrer, comme quand j'étais DRH, je faisais ça, intégrer les dossiers qui peuvent matcher avec des besoins futurs dans le vivier, on va dire, de l'entreprise, et de manière à pouvoir là aussi être contacté prioritairement. Et donc, mine de rien, quand on parlait du visible tout à l'heure, quand on voit que les annonces visibles, c'est 15% du marché, et qu'on voit qu'on a un 85% de non visibles, on peut se poser la question de se dire mais les candidatures spontanées, c'est quand même super aléatoire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, finalement, d'en adresser? Et moi, j'ai souvent envie de répondre qu'il y a tellement peu d'annonces majoritairement qui sont diffusées, par rapport aux 15% qui sont diffusées, que pour autant les entreprises, elles recrutent. Sauf qu'on ne voit pas les annonces. Donc ça veut bien dire qu'en sous-main, de manière non diffusée, de manière sous-jacente et par réseau sûrement aussi, elles n'ont pas besoin de diffuser puisqu'elles ont des candidats portefeuille. Donc quelque part, ça crée un argument par déduction qui va en faveur d'une action à mener quand on est en recherche d'emploi ou en quête d'opportunité, dans des approches spontanées. Donc on doit faire des candidatures spontanées. Voilà. Posez-moi des questions si vous voulez là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un thème carrière qui vient souvent. Est-ce que ça vaut le coup de faire des candidatures spontanées? On n'a jamais de réponse. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui n'êtes pas très convaincus par les démarches spontanées? Moi, personnellement, les démarches spontanées, je ne suis pas forcément convaincu à 100%. D'une part, parce qu'on ne reçoit pas de réponse. Moi, je sais qu'à certains moments, on me donnait des CV. J'ai donné au service RH et on revenait me voir, on n'avait aucune réponse. Je ne suis pas forcément convaincu à 100%. Après, mais vous êtes en poste ou en recherche, pardon? Moi, je suis en poste. Et donc, c'est dans des démarches de spontané, mais internes ou externes? En fait, je dis plus ça pour mon poste d'avant où on me déposait des CV. Je travaillais dans une banque et où je les envoyais au service RH et ils n'avaient aucun retour. Oui. Bon. Mais ça marche bien. Oui. Mais ça marche très bien sur LinkedIn, par exemple, où on envoie des CV spontanés sur des entreprises ciblées. On détecte, quand vous avez dit là au départ, en fait, sur des marchés, qu'on sait que le digital est en plein boom et tout. Donc, on choisit sur Internet quelques compagnies qui permettent via LinkedIn de contacter des RH, des recruteurs et tout. Et ça marche beaucoup. Hein. Ça se passe. J'ai vu ça en fait. Ça marche bien. Ouais. Oui, non, mais ce que vous dites est très cohérent par rapport d'ailleurs au slide qui suit. Il y a encore une personne qui veut intervenir, je crois. Oui, en fait, moi, j'ai remarqué qu'il y avait certains us et coutumes en fonction de l'activité qui est recherchée. C'est-à-dire du secteur d'activité ou Exactement, du secteur d'activité, ouais. On va dire qu'il y a des modes d'approche et des modes de candidature qui sont privilégiés en fonction du type de secteur d'activité. Comme si certains employeurs auraient dans leur ADN
l'instinct de jouer vraiment le jeu des candidatures spontanées, et il y aurait un bien fondé, et d'autres qui délaisseraient toutes ces candidatures spontanées. C'est ça que vous voulez dire, plus ou moins? En fait, moi, ce que j'évoquais, c'est par rapport notamment déjà aux métiers en tension et qui ne sont pas en tension. Par rapport à ce que disait Hamza tout à l'heure, moi, je crois qu'il y a effectivement beaucoup d'emplois, par exemple, peut-être la banque, enfin, je ne suis pas dans le secteur d'activité, donc je ne sais pas, où ils accumulent énormément de CV, mais finalement pour des candidats très peu intéressants, et puis d'autres où ils sont prêts, j'ai envie de dire, à prendre ceux qui correspondent plus ou moins à ce qu'ils recherchent, mais pourvu qu'ils aient un bras pour travailler. Ouais. Alors, c'est vrai que vous mettez le point sur une donnée importante. C'est vrai que ça dépend de la rareté des profils, en fait. L'intérêt pour les candidatures spontanées va être fort quand l'employeur n'a pas suffisamment de profils spécifiques. C'est là qu'il va piocher prioritairement. Je prends un exemple bancaire, puisqu'on est sur le côté bancaire. Moi, dans mon activité, j'ai eu à recruter puisque je suis basé à Nice, bon, forcément, j'ai Monaco qui n'est pas très loin. Et donc, il y a énormément de recherches, par exemple, de banquiers privés, on va dire, pour des banques type Crédit Suisse, UBS, Barclays, etc. Donc, on est vraiment sur de la gestion patrimoniale, de la gestion de fortune, on va dire. Quand c'est pour des postes de banquiers privés qui vont administrer des portfolios à coût de millions d'euros, les banques là aimeraient recevoir des candidatures spontanées plus souvent. Et si elles en reçoivent, elles vont foncer dessus. Si, admettons, un banquier privé de Suisse va postuler dans une banque privée monégasque, croyez bien que la RH, elle ne va pas mettre 48 heures pour l'appeler, elle va l'appeler tout de suite parce qu'il y a pénurie, il y a tension de ce type de profil. C'est des profils compliqués, très expérimentés et souvent d'ailleurs avec des portefeuilles de clients sous le bras que ce banquier peut rapatrier dans la banque qui pourrait l'embaucher. Donc là, on est vraiment dans des cas de figure de profils pénuriques où effectivement, on augmente ses chances via des candidatures spontanées d'être embauché quand on a objectivement la conscience qu'on a un profil un petit peu rare ou avec une expertise sectorielle ou métier spécifique qui va intéresser l'employeur. Par contre, si on a un profil, j'allais dire, c'est pas péjoratif, mais un peu j'allais dire standard, quoi, un peu standard, je sais pas, un profil de secrétaire. Alors, la banque, elle va pas forcément piocher dans ses candidatures spontanées parce que si en général, en tout cas à Monaco, elle va passer par une boîte intérim en général pour recruter une secrétaire. Ils vont même pas avoir le réflexe de regarder dans leur base de CV. Ils regardent souvent plutôt sur, c'est vrai, des profils un petit peu plus difficiles à trouver, un peu plus complexes. Voilà. Donc c'est vrai que ce que vous dites, je rejoins l'idée. Il peut y avoir un bien fondé supérieur à avoir une approche spontanée quand on est sûr d'avoir une plus-value par rapport à l'employeur pour lequel on envoie cette candidature spontanée. Voilà, une plus-value métier ou une plus-value sectorielle. Oui, Christophe, moi j'ai juste un avis sur ça. En fait, cela dépend. Je rejoins un peu ce qu'a dit Nourdine, c'est que quand on envoie son CV à des recruteurs ou ce qu'on appelle les talent acquisition, ça peut aussi paraître, cela dépend de la qualité du CV et ainsi de suite, comment il est élaboré. Mais la tactique, pour moi, c'est de ne pas attaquer les RH ou la personne en charge du recrutement, mais attaquer la personne. Par exemple, si on travaille en production, je envoie mon CV au directeur de production. Je travaille en logistique, j'envoie mon CV au directeur de logistique. Oui. Et après, il faut se distinguer, c'est-à-dire quelle est la valeur ajoutée, quelle différence ai-je en termes de stratégie, quelle différence puis-je apporter à cette société et pourquoi je veux les rejoindre. Donc, je pense qu'il y a une stratégie pour être un peu différente, pour ne pas passer à la case dans un casier comme avec tous les CV. Oui. Alors, c'est vrai que je suis assez favorable à ce que vous dites, dans le sens que
comme on dit, c'est l'expression, mais il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Bon, si vous identifiez que l'employeur, ça va être un directeur de production, parce que c'est un profil, c'est un cadre métier qui n'est pas un cadre RH, forcément. Il peut y avoir justement un bien fondé à passer plutôt vers un employeur qui serait votre éventuel N+1, qui serait le recruteur réel, opérationnel de la boîte, plutôt que d'adresser votre candidature à la RH, où la RH, elle vient en support, donc oui, elle a une CV Tech, elle garde quelques CV, mais effectivement, en termes de suivi des candidatures spontanées, ça laisse un peu à désirer. Voilà, c'est vrai que j'entends le plus souvent des gens, des candidats, des EDEC qui envoient des DRH, et puis effectivement, il n'y a pas de son, pas d'image. Donc, effectivement, il y a plus de résultats, semble-t-il, à attaquer, à transmettre la candidature spontanée à quelqu'un qui pourrait être directement intéressé par votre profil à vous. Donc, il faut garder cette idée. Vous avez bien fait d'en parler, justement, parce que c'est vrai que je ne le précise pas dans la présentation. Mais au réel, c'est vrai que ça marche mieux. Alors, quoi qu'il en soit, quand on est dans la démarche spontanée, puisque ça serait quand même trop bête de s'en priver, parce que si on se base que sur les offres visibles pour répondre à des annonces, bon, c'est déjà pas mal, se mettre en alerte sur les job boards, sur LinkedIn, répondre à des annonces, c'est un peu la méthode, j'allais dire, passive de recherche d'emploi. Parce que quelque part, vous recevez des annonces et donc faites le choix d'y répondre. Alors que quand on est dans une démarche spontanée, on est dans une démarche, je trouve, beaucoup plus proactive, beaucoup plus compliquée, et donc qui nécessite de faire du sur-mesure. C'est une approche beaucoup plus qualitative. Moi, je déconseille, par exemple, de faire des candidatures spontanées en nombre. C'est-à-dire, c'est pas le nombre d'envois de candidatures spontanées qui va faire le succès au bout. C'est pas parce que vous allez envoyer votre CV et une lettre type à 200 boîtes que vous allez avoir un taux de retour proportionnellement positif parce qu'il y aura du volume. Moi, je prône beaucoup plus la qualité de l'approche. Il vaut mieux approcher 10, 15 employeurs que l'on a vraiment identifiés. Voilà. Que l'on a vraiment identifiés. On sait que c'est des employeurs parce qu'on a investigué sur eux, qui sont sur des secteurs d'activité, qui sont dans des situations économiques en développement, en croissance, ou sur lesquels on a entendu qu'ils allaient créer un pôle qualité, un pôle logistique, ou qu'ils allaient créer une entité ou une agence dans les mois qui viennent, etc. Donc, il vaut mieux faire une veille et un benchmark sur quelques employeurs qui ont été identifiés et créer une candidature spontanée qui soit sur mesure par rapport à ces employeurs-là. Et sur mesure, ça signifie qu'ils mettent en avant, j'allais dire, les compétences passerelles entre votre inventaire de vos compétences clés et ce que l'entreprise pourrait avoir besoin en termes de compétences dans un avenir moyen à long, et créer vraiment une lettre sur mesure. Donc, c'est un CV sur mesure avec des pôles de compétences parfaitement marquetés qui font la passerelle avec elle, plus une lettre de motivation qui ne soit pas standard, qui ne soit pas type, et qui soit vraiment montée sur mesure pour que ça puisse créer des conditions de matching et surtout d'entretien. Voilà. Donc, de toute façon, ça a été prouvé, quand on envoie 100 candidatures spontanées, le taux de retour spontané, c'est 2%. Donc, ça, c'est statistique. C'est énorme. Pardon ? C'est énorme, 2%. Ouais, 2% sur 100, ça fait pas BZF quand même, hein, mais bon. C'est souvent du négatif, en plus. Donc, en plus, les 2% de retour, c'est des lettres de refus. C'est ça. Allez, c'est cadeau. Voilà, quand il daigne répondre. Oui. Non, je me permets une remarque par rapport à ce que
ce qu'on parle, la façon dont on parle des candidatures spontanées. Donc, je suis issu d'un groupe qui s'appelle GBH, qui a une grosse croissance. Le groupe Bernard Ayotte, c'est un groupe antillais. Sur 2020, on augmente les effectifs de 25%. Enfin, on passe de 12 à 16 000 et on prend 600 millions de CA. Et eux, ils sont en recherche constante de cadres. Et ils ont une pénurie constante parce qu'il y a une rotation énorme, ils se font piquer d'un groupe à l'autre aussi. Et donc, d'envoyer des candidatures spontanées, ils essaient d'avoir un vivier qui s'entretiennent. Ils font même passer des recruteurs, ils sont attachés à un cabinet parisien qui s'appelle Guintran, qui reçoit énormément de monde, mais qui seront peut-être jamais affectés ou quoi. Mais enfin, excusez-moi, au contraire. C'est un employeur qui est basé en Guyane, vous avez dit? En Martinique, le siège est en Martinique, le groupe Bernard Ayotte. Mais après, il travaille. Mais ça, c'est un de mes clients. Alors, voilà. C'est mon employeur depuis des années. Et je recrute des techniciens poids lourds et des mécaniciens poids lourds pour eux. Pour la Martinique? Pour la Guyane. Pour la Guyane. Pour le nord-auto de Guyane, alors d'accord. Voilà, c'est marrant, hein, mais. Ouais. Madame Jacques, vous devez la connaître. Oui, pour la concession Renault, alors. Enfin, pour la concession. Voilà, exactement. Mais ils sont multimétiers, ils sont en croissance énorme et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils sont en déficit chronique de cadre et en recherche permanente. Mais donc, envoyer les candidatures spontanées, à mon avis, il y a un taux de retour qui serait beaucoup plus important. Oui. Mais ça illustre bien ce qu'on dit. C'est-à-dire que là, en plus, on parle d'une entreprise qui, est quand même pas en métropole. Donc, quand on est sur des employeurs hors métropole, eh bien, forcément, ce n'est pas tous les candidats de métropole qui sont prêts à, vivre une expérience à l'international en Guyane ou en Martinique ou en Nouvelle-Calédonie ou même en Afrique noire. Donc, tout le monde n'est pas expat, quoi. Tout le monde n'a pas envie d'aller à l'international. Je peux me permettre ? Oui. Je m'excuse, je ne peux pas mettre ma webcam, je suis désolée. Je suis directement concernée puisque c'est pour ça que j'interviens, parce que je suis sur la Martinique. Ah ben. Et que le groupe GBH, je connais très bien. Mais que le groupe GBH qui apparemment recherche du monde, lorsqu'on envoie des candidatures spontanées, ce qui a été le cas de 2 personnes dans mon entourage et de moi-même, ne répond pas. donc alors, voilà. Oui, c'est un mystère. Florian, il faut que tu touches un mot. Il faut qu'il réponde. Ils recrutent beaucoup, mais ils ne répondent pas. Oui, mais je ne peux pas rentrer dans des infos un peu confidentielles, mais je sais pourquoi ça ne répond pas en fait. Donc, ils ne sont pas staffés pour faire le suivi des dossiers candidats. Et donc, ça devrait évoluer. Mais après, ça dépend le profil que vous avez. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour revenir au thème, quand une boîte, elle recherche des profils spécifiques avec des compétences métiers spécifiques, là, on parle de cette boîte-là. Moi, je suis missionné pour des mécaniciens poids lourds Renault qui vont être ultra bien payés. Je veux dire, quand vous voyez les salaires qu'ils proposent, c'est super bien rémunéré par rapport à un technicien, même de métropole, c'est super bien payé. Même en métropole, de toute façon, on ne trouve pas de mécaniciens poids lourds en recherche d'emploi. Ça n'existe pas. Puisque je suis obligé de les chasser pour en trouver. Et pour en trouver en plus pour la Guyane qui sont prêts à partir, c'est encore plus périlleux. Donc là, on est vraiment sur un cas de figure où il faut bien identifier les employeurs pour lesquels vous pensez avoir un avantage concurrentiel, une plus-value, que ce soit une hard skills, une compétence sectorielle, une expertise spécifique, dont vous savez pertinemment que l'employeur va vous regarder avec un œil qui brille, j'ai envie de dire. Donc, on est vraiment dans cette approche qualité que je disais tout à l'heure et pas cette approche de volume. D'un employeur à l'autre, selon le profil que vous avez, donc selon que vous avez un profil pénurique sur le marché, client de l'emploi ou pas, eh bien, la démarche de candidature spontanée va être plus ou moins réussie et va apporter plus ou moins des résultats. Voilà ce que je veux dire. Donc, on sait que, voilà, il faut avoir cette expertise. Après, tout est dans la segmentation des employeurs, donc la segmentation de la cible. Et donc, c'est pour ça que je reprends le slide. On part, si vous voulez,
de grands secteurs d'activité qui peuvent vous intéresser et avec lesquels vous avez une passerelle sectorielle liée à votre parcours professionnel. On fait par ordre de priorité pour que la spontanée marche. Il faut que vous puissiez prouver que vous possédez quand même une connaissance du secteur, d'un secteur en tout cas équivalent ou corollaire à l'employeur à qui vous allez adresser votre candidature spontanée. Donc ça va créer un premier attrait. Le deuxième, c'est d'identifier de manière nominative quand même qui sont les décideurs avec lesquels j'ai le plus de chances d'obtenir une réponse. Donc ça illustre ce que disait, j'ai plus son prénom, mais effectivement, si on s'adresse qu'à des RH et on voit qu'il n'y a pas en fait de direction RH suffisamment structurée dont on pense qu'on va avoir une réponse, eh bien on s'adresse plutôt au manager opérationnel du site ou au chef d'agence parce que c'est lui finalement le recruteur direct et donc on optimise d'avoir une réponse en évaluant à qui j'envoie ma candidature. Donc il faut connaître son nom, son prénom, son poste, son mail. Bon, grâce à effectivement LinkedIn, on peut aujourd'hui qualifier de plus en plus les décideurs, donc Dieu merci. Donc c'est la deuxième clé de tri, c'est qui est mon cœur de cible en termes d'interlocuteur décideur. Et ensuite, c'est pour cet employeur que l'on veut courtiser, pour lequel on ne voit pas passer d'annonce, c'est faire un petit peu une anticipation des besoins en recrutement que cet employeur peut avoir besoin, c'est-à-dire sur quel type de métier finalement il est susceptible d'embaucher. Bon, là on vient de parler d'une boîte en Guyane qui est dans le secteur automobile, hein, donc forcément si vous êtes chef d'atelier mécanique, forcément, on se doute bien que vous aurez plus de chances d'obtenir un entretien et d'être contacté suite à votre candidature spontanée que si vous êtes, je ne sais pas, responsable industriel dans une usine. Voilà, donc il ne faut pas se bourrer quand même sur les ciblages, hein. Donc ça, c'est important. Donc le schéma l'illustre pas mal. C'est qu'on est vraiment dans une approche marketing. C'est un peu le thème, le fil conducteur de tous mes webinaires parce que l'approche marketing-emploi, c'est s'envisager soi-même comme, j'allais dire, un produit qui doit créer toutes les conditions de commercialisation et surtout de vente par rapport à un marché de l'emploi client. Donc, pour convertir un marché de l'emploi qui est composé que d'employeurs potentiels, donc de prospects potentiels employeurs, eh bien, on doit bien adapter qualitativement l'offre collaborative, de telle sorte qu'elle démontre les passerelles qui vont parler à cet employeur prospect pour le convertir en employeur client. Et ce faisant, vous faire signer non pas un bon de commande, mais un contrat de travail. Donc, le ciblage du marché, comme dans n'importe quelle approche marketing, c'est la base. Et on revient à la première question initiale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une stratégie efficace? Quand on a un style de profil, qu'on est un professionnel d'un métier, eh bien, il faut s'intéresser à faire l'étude de marché de ce métier. Et s'il génère beaucoup d'offres d'emploi visibles, eh bien, ça donne un levier de faisabilité supérieur, de concrétisation, que si on se rend compte que sur un marché, finalement, on voit passer 2 offres à l'année. Et mine de rien, c'est important de rapprocher les demandes de votre offre parce que s'il y a peu de demandes par rapport à une offre collaborative sur un type de métier spécifique, eh bien, c'est que peut-être il va falloir réfléchir à transférabiliser vos compétences sur un autre type de métier qui, lui, recrute davantage sur le marché client de l'emploi. Donc, c'est vrai que c'est le déroulé des webinaires, hein. Petit à petit, on en apprend un peu. Là, c'est vrai qu'on fait un focus vraiment sur la partie employeur, sur la partie étude de marché des employeurs, pour intégrer finalement une méthodologie entonnoir de quel est mon marché, sur quel type de secteur d'activité et quel type d'employeur il y a sur ce marché-là, et sur quel type de métier ai-je le plus de chances de me vendre de telle sorte à ce que ça déclenche
un entretien, puisqu'on est dans le flou total dans la candidature spontanée. Voilà, pour la part. Oui, quelqu'un m'intervient. Oui, juste c'est quand même. Là, puisqu'on parle de marketing, je cible mon marché. Est-ce que j'adapte mon CV à chaque fois? Obligatoirement. Parce que je pense. Oui, d'accord. Donc, mais quels sont les mots-clés en fait dans l'adaptation? Parce qu'on peut se tromper, on peut peut-être des fois exagérer. Qu'est-ce que vous conseillez? Kamel, vous êtes de la rentrée de quelle date? Parce que rentrée de septembre, vous êtes? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, la réponse à cette question, vous allez l'obtenir dans un webinaire qui viendra après, qui est sur la thématique de l'entretien externe, parce qu'effectivement, le ciblage du CV par rapport soit à une offre d'emploi ou par rapport à un type de poste dans le cadre d'une approche spontanée, c'est plutôt, on va dire, un CV sous un format pôle de compétences, comme on dit, qu'il faut élaborer. Christophe, oui. Pardon. Oui, je vous en prie. Juste une toute petite question. Est-ce que, Serge, pardon, est-ce qu'avant d'envoyer son CV dans ce cadre-là, est-ce qu'il serait peut-être pas, enfin c'est une question, plus judicieux peut-être de contacter la personne et commencer à avoir des relations, je ne sais pas, hein, ou est-ce qu'il faut tout de suite montrer le produit tel qu'on est alors qu'on n'est même pas sûr qu'il y ait un besoin? Est-ce qu'on peut monter dans le degré de relation jusqu'au moment où on présente son produit? Parce que si on est dans le cadre de la vente, avant même de proposer son produit, peut-être qu'il faut commencer une relation. Peut-être. Ce qui crée la relation, c'est de ne pas se tromper entre, c'est vrai, l'offre que vous allez présenter, mais il faut que vous puissiez cerner la demande. Or, la question sur comment je cerne un besoin en recrutement alors qu'il ne fait pas l'objet d'une annonce, c'est ça le thème. Et donc, pour anticiper sur un besoin qui peut y avoir à court, moyen ou long terme, le conseil, c'est non seulement de contacter des interlocuteurs, donc je vous rejoins, c'est-à-dire de rentrer en contact avec des éventuels décideurs, et c'est de faire votre étude de marché auprès d'eux vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez très bien contacter, je ne sais pas, un directeur commercial parce que vous êtes un commercial, justement, sur un périmètre, je crois que vous cherchez sur l'Allemagne, de souvenir. Oui. Contacter des directeurs commerciaux sur des boîtes triées sur le volet qui matchent avec les secteurs d'activité, les métiers dans lesquels vous avez bossé. Vous le contactez et votre étude va être comment? En one-to-one, finalement, peut-être par LinkedIn, en lui demandant dans le moteur privé de conversation, le Messenger, en lui demandant, écoutez, voilà, je suis dans une démarche de mobilité géographique, je possède 25 ans d'expérience en développement commercial, business développement, j'ai un pied-à-terre en Allemagne à tel endroit, votre structure semble être en plein développement, comme j'ai pu m'en rendre compte dans telle revue, tel communiqué de presse, tel machin. Donc il y a une enquête à faire sur l'employeur avant de l'envoyer. Il n'y a pas que de poser des questions à un interlocuteur, il y a à faire un travail, il faut qu'il se rende compte, l'employeur, que vous avez bossé un petit peu sur lui. Vous savez ses produits, ses services, un peu sa stratégie, un peu sur quel créneau il est. Et donc, vous avez eu cette capacité à projeter qu'il allait avoir besoin de faiseurs pour développer le business de demain. Et donc, comme ça, votre candidature, elle s'inscrit bien dans des éléments d'infos que vous avez obtenus grâce aux investigations que vous avez menées en amont. D'accord. Donc, est-ce que j'ai compris que dans ce cas-là, je peux d'ores et déjà envoyer aussi mon CV lors de ces premiers contacts ou je précise que mon CV est disponible dans le cadre d'une conversation prochaine? Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que c'est un peu le thème du timing sur LinkedIn, mais moi, on y reviendra, mais moi, je conseille, si on parle de LinkedIn comme première amorce de dialogue entre un décideur et vous, de ne pas envoyer un CV, une lettre de motivation dans le premier message. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une phase introductive, parce que ça peut être vu comme pas une agression, mais l'interlocuteur, quand il accepte le contact avec vous,
il ne sait pas forcément que sur le premier message, vous allez lui balancer un CV. D'où ma question. Voilà. Donc, non, c'est peut-être sur un deuxième round. On prend le temps de parler à cet interlocuteur, mais de manière quand même assez professionnelle. Hein. Ça peut être… Oui, bien sûr. Voilà. Je me rends compte que vous êtes directeur d'une structure en plein développement sur tel type de produit. Je constate que vous êtes sur un marché émergent ou sur un machin bidule. J'aimerais échanger sur vos activités. J'aimerais échanger sur vos perspectives pour lancer le dialogue et qu'il ait envie au moins de vous répondre. Et une fois qu'il vous a répondu et que le lien a commencé à se créer, et ben, petit à petit, vous commencez à dégainer, j'allais dire, l'argument premier pour lequel vous l'avez demandé en contact. C'est lui dire, je suis effectivement dans une phase de recherche par rapport à un rapprochement en Allemagne. J'ai identifié votre structure et je vous remercie de la réponse que vous venez de me donner. Pensez-vous que dans un avenir court à moyen, des opportunités pourraient être à saisir dans le cadre de postes commerciaux ou marketing ou que sais-je? C'est auprès de lui que vous l'intégrez dans le panel d'études de marché des postes que vous allez pouvoir détecter. Vous voyez ? Merci. C'est comme ça. Donc, pour revenir à la base de données employeur, si on doit partir sur des bases, outre le benchmark que vous devez faire, vous avez des annuaires d'entreprise dans différents sites. Donc, je liste à titre d'outil les types de sites sur lesquels on peut se constituer une base de données. Le Compass, le Bottin, l'Infogreffe. Souvent, les chambres de commerce mettent à disposition des listings d'entreprises qui sont implantées, donc qui sont souvent accessibles sur Internet. C'est des bases de données de zones industrielles ou de zones d'activité. Donc, regardez bien parce qu'il y a des bases qui existent. Il y a les annuaires d'entreprises mis en ligne aussi selon les régions. Donc, ça peut être une base. Il y a les annuaires spécialisés également dans le cadre, alors ça dépend des régions aussi, mais nous on a ça dans le sud-est, mais des associations d'employeurs, l'union patronale, les clubs business qui se créent parce que effectivement il y en a de plus en plus. Les syndicats pro, j'en ai parlé tout à l'heure. Les bureaux d'EDEC Alumni font partie des annuaires spécialisés. Donc, si on veut de la matière pour essayer de se constituer une base de données d'entreprise, en fait, on peut en trouver quand même aussi du côté des institutionnels et de Pôle emploi, puisque même sur la PEC, présentation des entreprises, il y a un annuaire dessus. Bon, si on veut identifier des cibles, des segments de cibles sur une zone géographique, on peut se créer sa base Excel. Bon, après, on peut, dans un deuxième temps, aller du côté des réseaux sociaux pour, une fois qu'on a identifié des boîtes, aller voir la page d'entreprise que cette entreprise a créée, soit sur Facebook et ou sur LinkedIn. Et pourquoi pas Instagram, et pourquoi pas Twitter, tout dépend de l'activité de la boîte. Les boîtes mettent en place une marque employeur, pas uniquement une marque institutionnelle pour vendre leurs produits-services, mais souvent, ils créent une identité employeur pour les candidats. Donc, il faut avoir ce réflexe. Une fois qu'on a une base, qu'est-ce qu'elle fait la boîte? Et là, on va chercher de l'information sur les pages entreprises des réseaux sociaux. Voilà. Et là, on arrive du coup à cette notion d'offre d'emploi transparente ou induite du marché dans le cadre de la candidature spontanée, parce que malgré tout ce que je viens de dire sur ce marché invisible de l'emploi, direct et indirect, j'allais dire tant mieux, mais grâce aux réseaux sociaux, ce marché invisible devient un marché qui est nommé comme transparent, notamment par la PEC depuis 2018. Et il semblerait que ce marché transparent a pris le lead finalement sur le marché caché. Pourquoi dit-on qu'il est transparent? C'est parce que depuis l'avènement des réseaux sociaux, notamment professionnels, le marché caché est moins caché qu'avant finalement, parce que grâce aux réseaux sociaux, les différents employeurs
et du coup les cadres qui en font partie, les DRH, les patrons, etc., vont avoir une tendance à envoyer sur les réseaux sociaux des informations assez informelles sous forme de posts, sous forme de parfois de petits communiqués, de petites phrasettes qui vont donner des indices sur leur employeur, sur leur société et donc sur leurs besoins. Donc il n'est pas, il est de plus en plus fréquent, si vous êtes connecté à des DRH, à des CEO, des patrons, de voir des posts qui émanent d'eux, où vous allez avoir un CEO, un dirigeant qui va marquer une phrase en mettant « Nous recherchons notre chef comptable, n'hésitez pas à me contacter en message privé ». Qu'est-ce qu'on a dans ce cadre-là? On n'a pas d'offre véritablement formelle. On ne peut pas dire qu'on est dans le flou total comme dans le marché caché, mais comme on a un petit indicateur quand même qui a un besoin en recrutement, même s'il n'est pas délayé par une annonce, eh bien, c'est la démonstration de ce fameux marché transparent. C'est un marché induit, c'est un marché où il faut être aussi beaucoup dans la déduction, déduire ce que des contacts que vous avez en réseau sur des réseaux sociaux vont pouvoir envoyer comme info et qui vont vous aider à anticiper ou déduire des besoins qui peuvent avoir lieu. Et donc, on ne démarre pas de la feuille blanche, j'ai envie de dire, dans ce cadre-là. Si on cherche bien, si on fouine bien, si on investigue bien et qu'on a les bons contacts dans son réseau pro, eh bien, on aura son fil d'actualité qui sera suffisamment alimenté en petits teasers d'infos sur ce que fait la boîte, sur ses perspectives, sur des besoins en recrutement, sur des envies d'expansion sur certains territoires ou à l'international. Bref, ça va vous donner des informations comme un enquêteur. Et du coup, on pourra se dire si la candidature spontanée, elle vaut le coup ou pas. Donc, c'est ça un peu aussi, hein, la différence entre il y a 15 ans, j'ai envie de dire, et aujourd'hui. Vous voulez intervenir ouais. Je crois. Voilà, allez-y. Oui, en effet. Petite question. Là, à partir du moment où c'est une personne qui en a besoin, qui dit bon, bah voilà, j'ai besoin de mon nouveau chef comptable, merci de me rappeler en message privé pour jus de pomme. Non, c'est du jus d'orange pour. Bon, jus d'orange. Est-ce que ça ne devient pas un peu limite comme dans le marché visible? Parce que le marché visible, oui. En gros, c'est tout ce qui. Enfin, c'est l'annonce, on la voit et on peut interagir. Oui. Et là, si je comprends bien, dans le marché transparent, en fait, c'est juste que la différence, c'est visible, c'est tout autant visible, sauf que c'est visible que pour les personnes qui suivent ce réseau-là. Alors, c'est visible, oui, au bémol qu'on n'a pas d'informations sur l'émission principale du poste et les critères de profil que l'on trouve dans les annonces. Avec une annonce normale, il y a mission, 5 phrases de mission qui résument le quotidien de travail du poste. Et on a le profil avec le niveau académique demandé, le nombre d'années d'expérience dans la fonction, le nombre parfois d'années d'expérience dans le secteur, quelques soft skills qui sont ensuite donnés dans le profil, des compétences linguistiques et informatiques aussi qui sont précisées dans le profil. Bon, on est alerté. Ce qui diffère, c'est juste la précision de l'élément. Ben, ça compte quand même parce que… Non, bien sûr que ça compte. Mais je veux dire, au final, si on part du principe qu'on a besoin d'un comptable, oui. On sait à peu près quel est le métier du comptable. Et quelqu'un qui recherche un comptable et un comptable lui-même, il se dit un petit peu, bah voilà, telle personne travaille dans telle boîte, on connaît à peu près la boîte, on peut faire aussi des petites recherches, telle mission de comptable. Donc en gros, ça revient quasi presque au même. Alors, moi je tatillonne parce que je suis RH. Et un comptable, vu sous l'angle commun, oui, on se dit un comptable… Non, je sais, il y a des comptables spécialisés aussi dans certains trucs, je me doute. Et dans certaines boîtes, un comptable peut aussi faire la paye, alors que dans d'autres boîtes, c'est aussi une mission à part. J'entends bien. Ils peuvent faire du contrôle de gestion aussi, alors que ce n'est pas dans l'attribution du comptable. Enfin, ou du fiscal aussi. Donc, si on n'a pas le périmètre,
c'est difficile de créer, et là je reviens vers vous, le fameux CV ciblé. Je comprends. Parce que du coup, si on n'a que l'alerte du titre de poste, comment est-ce qu'on customise dans le CV les pôles hard et soft skills qui peuvent être demandés? Donc, ça enlève une dimension. Mais par contre, ça donne un biais. Ça donne un biais. S'il y a un poste sur un comptable et que vous êtes comptable, ça donne un biais de rentrer en contact avec cette personne et de vous manifester pour lui dire pourriez-vous m'en dire plus par rapport à l'alerte que vous avez adressée sur votre recherche de comptable parce que, et précisément, chez ce profil-là, je souhaiterais voir si je peux coller aux critères du cahier des charges. Et là, on rentre dans un format plus standard, je vais dire, mission, profil, et vous pouvez adapter votre CV et l'envoyer en message privé dans un deuxième round. Et au pire des cas, on alimente, on va dire, notre base de données sur des contacts et des entreprises. Tout à fait. On n'est que dans l'anticipation. Vous devez évaluer les employeurs, le nom des directeurs qui vont hypothétiquement être ceux qui recruteront à un moment donné et qui vont alerter par un poste leurs besoins. Mais par contre, je reviens juste sur une dernière petite question. Par rapport à votre slide précédent, il y a vraiment 80%, peut-être même celui d'avant, il y a vraiment 80% des offres sur le marché transparent, c'est ça? Écoutez, c'est une source APEC de 2018 qui est toujours valable. Mais parce qu'en fait, le marché purement caché n'existe plus. Il n'existe plus parce que, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous cherchez bien, vous trouvez sur la toile des informations qui vont vous permettre de déduire si il va y avoir des recrutements ou pas dans tel ou tel employeur. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est une invitation à analyser votre marché, le marché économique, en fait, et du coup, à être dans une veille au day-to-day de ce qui se passe pour pouvoir être informé. Et donc, il y a des astuces pour ça, et c'est vrai que c'est le thème du prochain webinaire, c'est clair. Pour essayer de ne rien louper. Voilà. Comment ne rien louper sur les réseaux sociaux? Il y a les informations, il y a les médias, il y a plein de trucs pour avoir de l'info. Mais moi, quand j'ai commencé à l'APEC, que j'avais 23 ans, j'en ai quand même 46, on disait déjà au cadre, avant d'envoyer une candidature spontanée, enquêter sur l'employeur. Sur l'entreprise. C'est tout. Donc, si c'est un employeur, vous regardez les chiffres, vous regardez les bilans sur Infogreffe, vous regardez sur Google quel est leur taux de progression en chiffres, est-ce qu'ils sont implantés, est-ce qu'ils ont fermé des usines ou pas, etc. Ça vous donne quand même une tendance, vous devez évaluer. Oui, Christophe, et aussi, je rajouterais enquêter sur le recruteur. Par exemple, sur notre projet de consulting là, qu'on a, à mon avis, je vais enquêter sur l'entreprise, mais ça me dit que 50% de ce que je veux savoir. Mais si j'enquête sur les dirigeants, ça me donne déjà une idée sur quel type de personne, comment je devrais adapter mon CV, comment je devrais communiquer avec lui, comment le séduire, comme vous l'avez bien dit. Ben oui, et la chance qu'on a, si je puis dire, c'est que grâce, c'est vrai, à ces nouveaux outils réseaux sociaux, les professionnels, si vous n'y allez pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, les professionnels peuvent répondre à des questions que vous leur posez. Même si ce sont des décideurs, même si ce sont des patrons ou des DRH, si vous arrivez avec la forme à envoyer un message auprès d'eux qui fait une passerelle entre eux et vous, sans leur dire voilà, moi je suis en recherche d'emploi ou je cherche une opportunité sur un premier message. C'est ça qui est ballot en fait. Il y a beaucoup de gens, moi je reçois tous les jours des messages privés, j'ai un profil de ça, je suis en veille actuellement, si je joins mon CV, ma lettre de motivation, au cas où une opportunité émergerait. Moi je vous dis, bon, je n'ai pas de problème d'ego, mais je me dis quand même, elle est dans mon réseau, on ne se connaît pas. Premier message qu'elle me balance, c'est 4 lignes avec un CV, une lettre. Je ne suis pas une boîte aux lettres. Hein. Moi, sur LinkedIn, je suis un humain, quoi. Donc, ok, je suis un cabinet, d'accord, mais
il y a un peu une forme quand même. C'est pas, il faut rester professionnel. Dans la vraie vie, on ne croise pas des gens dans la rue. Ah, j'ai vu que vous aviez un cabinet, tenez, j'ai un CV, prenez-le. Non. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus tactique et c'est beaucoup plus professionnel, on va dire. Ouais, donc, en fait, si je comprends bien, sur LinkedIn, quand on voit une recruteuse, on lui envoie un message, on lui dit bonjour, on échange quelques banalités, on l'invite à aller boire un verre et après, on envoie son CV. Vous exagérez quand même. Non, boire un verre, je ne pense pas qu'elle ira. Mais elle n'est pas là pour ça. Ça dépend. Bon, non, mais il faut que quand même, c'est un minimum. On ne peut pas, parce que vous risquez quoi si vous y allez cash? Vous risquez à ce qu'elle se sente instrumentalisée par vous. Oui. Braquer et que ça soit contre-productif. Voilà. C'est-à-dire, en gros, vous la sonnez, je prends des mots un peu durs, vous la sonnez à un moment T0 parce que vous avez besoin d'elle. Alors, vous me direz, oui, mais c'est son boulot. Elle est recruteuse, donc elle va dire non à un CV. C'est pas faux, mais ça n'empêche pas de mettre la forme. Vous voyez, oui, bien sûr. C'est de dire, bon, je suis vos news parce que nous sommes connectés sur LinkedIn depuis quelques mois. Je me rends compte que vous postez régulièrement des opportunités de poste pour lesquelles, effectivement, je ne suis pas indifférent ou je suis intéressé. Bon, voilà, je souhaiterais savoir si nous pourrions rester en contact pour échanger sur de futures opportunités que vous auriez à pourvoir dans des fonctions de directeur qualité. Vous voyez, c'est moins hard. Oui, bien sûr. Voilà, c'est plus formel. Mais ça serait un homme, ça serait pareil. Enfin, je veux dire, homme ou femme, ça ne change rien. Oui, bien sûr, ça ne change rien. Mais après, c'est aussi une question de tempérament, parce que moi, j'embauche des gens régulièrement, et en fait, ça m'énerve à un point pas possible quand les gens, en fait, ils me font la cour, alors que je leur dis, OK, vous voulez quoi, et en fait, je préfère qu'ils me disent, vous avez un poste, et en fait, je vais droit au but. C'est-à-dire que des fois, en fait, je suis désolé, mais on n'a pas le temps de répondre à des banalités, machin, d'aller boire un verre, même si elle est charmante. Ils te font trop la cour parce que t'es beau gosse. Ouais, je le sais, mais bon, je m'habitue, mais. Non, mais d'accord. Sauf que, je suis d'accord, sauf que vous, votre position, du coup, elle est plus confortable parce que vous êtes un décideur et à la limite, vous êtes un recruteur. Donc, que vous vouliez qu'on aille direct à l'essentiel, eh bien, sur un premier message un peu soft, rien ne vous empêche de lui dire merci pour votre message. Quel est l'objet de votre contact, de manière, au moins, elle vous donne le choix. Elle vous agresse pas, c'est ce que je veux dire. Vous voyez, c'est une manière d'y aller mollo. Si vous contactez tous les DRH en leur disant je vous envoie mon CV, ma lettre de motivation, au cas où vous aurez une opportunité en contrôle de gestion, vous ne créez pas du lien. Vous n'humanisez pas la relation de réseaux sociaux, alors qu'elle ne demande qu'à être humanisée puisqu'elle est totalement digitale. Donc voilà, on ne se connaît pas. Bon, et vous faites passer l'autre pour une boîte aux lettres. Donc, il y a des gens qui sont dans l'efficacité comme vous, qui ne vont pas, au contraire, qui vont trouver ça bien d'aller à l'essentiel. Mais il y en a d'autres, ils vont se dire non mais donc du coup elle m'a contacté pour me balancer un CV à chaque fois que je vais poster. Donc il faut être à l'écoute si vous voulez des interlocuteurs qu'on ne connaît pas et que ce qui peut être bien vu par une personne peut être moins bien vu par une autre. Or le but c'est créer de la visibilité et donner un impact professionnel parce que si c'est pas assez professionnel, eh bien, on peut considérer que ce contact ne jouera pas le jeu. Voilà. Et voilà, c'est pour ça. Voyez. Mais je comprends ce que vous dites, que vous voulez aller à l'essentiel. Donc, à vous de dire à la personne, allez droit au but, dites-moi pourquoi vous m'avez contacté. Auquel cas, elle devient cash et elle vous répond directement. Mais moi, mon conseil, c'est plutôt au départ d'être plus sympathique, enfin plus diplomate, pas juste je vous ai sonné parce que j'ai besoin de vous.
Voyez, donc voilà. Donc, adopter une démarche proactive pour identifier les opportunités, s'informer des entreprises, entrer en contact avec les recruteurs et se rendre visible. C'est ça vraiment l'objectif des réseaux sociaux et c'est les méthodes que l'on doit utiliser pour détecter les opportunités émanant de ce fameux marché transparent. Comme on l'a vu, mais pour les gens qui viennent de rentrer en septembre, LinkedIn, si vous voulez, c'est le principal support de diffusion aujourd'hui de l'offre collaborative. Donc, c'est vrai que quand on est vraiment dans cette démarche, soit de recherche d'emploi, soit d'investigation d'opportunités en vue de candidature spontanée, eh bien, on est obligé de devenir son propre e-community manager. Et ça, c'est une notion qui peut choquer pour certains, mais se soucier de l'image professionnelle, de la marque professionnelle que l'on va vendre quelque part, que l'on va promouvoir au travers de l'outil, c'est essentiel pour créer des conditions que les contacts que vous avez jouent le jeu avec vous. Parce que le but, c'est vraiment créer du lien. Vous pouvez avoir 10 000 contacts. Si personne ne vous propose rien, si vous ne parlez à personne, eh bien, si vous ne contribuez pas, si vous ne jetez pas des perches, etc., ça va être statique l'outil. Vous ne pourrez pas bénéficier de toute sa force, en fait. Donc, il faut humaniser cet outil-là pour obtenir les informations et optimiser son ciblage d'entreprise, de contact et du coup de cibler sa candidature comme il faut. Alors, vous mettez une veille sur des contacts pertinents sur LinkedIn en sélectionnant via les fonctions tri et filtre du moteur de recherche d'une part les entreprises qui vous intéressent par type d'activité, par type de métier. S'il y a un critère géographique, vous intégrez le critère géographique en utilisant des mots-clés et vous allez sur les pages entreprises qui vous intéressent et première étape, vous les likez ou vous les suivez. L'avantage, c'est que vous allez avoir toutes les informations au day-to-day de ces entreprises qui vont venir s'incrémenter dans votre fil. Moralité, vous ne louperez aucune actualité liée à ces entreprises que vous avez identifiées. Et dans ces informations, il pourra y avoir des informations et des alertes sur des campagnes de recrutement à venir, des nouvelles implantations, bref. Ça va vous permettre d'avoir déjà une première source d'information pour optimiser l'envoi de votre candidature spontanée. Le deuxième, c'est vraiment de sélectionner plutôt des personnes en utilisant le même chemin de filtre et de tri en identifiant des décideurs. Ça peut être des CEO, ça peut être des DRH ou ça peut être des managers métiers, comme on a dit tout à l'heure, qui sont du coup ceux-là en lien bien évidemment avec des entreprises qui vous intéressent ou avec lesquelles vous avez un point commun. Elles sont sur les mêmes activités que vous, les mêmes secteurs, ou bref, dans votre parcours, vous êtes déjà passé par tel type de boîte, etc. Et une fois que vous les avez ciblés, ces interlocuteurs, pareil, vous les demandez en contact, de manière à ce qu'à chaque fois qu'ils envoient une information sur leur société, y compris des alertes, vous puissiez également les avoir en plus dans votre fil. Bon, mais grâce à ces deux sources-là, enfin ces deux réflexes-là, cela permet quand même d'optimiser votre envoi de candidature, de la cibler en fonction des éléments que vous aurez. Et la troisième partie sera d'avoir des compléments d'information via le Messenger de LinkedIn, mais ça, on en a parlé également, si on doit approfondir sur une alerte d'un recrutement, etc. Donc, pour récapituler, en fait, les 4 marchés sur la colonne de gauche, le visible, en gros, ce sont les offres d'emploi visibles. Donc, on se met en requête sur tous les sites en créant les profils d'annonces que l'on veut recevoir automatiquement par email. Quelle offre collaborative mettons en face? Eh bien, on va la créer de manière ciblée par rapport au cahier des charges du poste, puisqu'on a la chance d'avoir les éléments de mission, les éléments de profil. Donc ça, c'est le marché visible. C'est pour ça que je disais que c'était la méthode finalement la plus passive,
même si elle reste active malgré tout, puisque vous faites acte de candidature, mais je dirais que les besoins existent. Alors que marché invisible indirect, donc ce qui concerne donc les cabinets de recrutement, boîtes intérim, institutionnelles, des réseaux prescripteurs, ça peut être aussi l'indirect. Vous connaissez, je ne sais pas, un cadre technique qui connaît bien la DRH d'une boîte dans laquelle vous voudriez envoyer une candidature, et donc vous passez par ce cadre pour qu'il pose votre CV sur le bureau de la DRH, aussi bien en physique qu'en digital par le biais de LinkedIn. Donc l'indirect, c'est vraiment qu'est-ce que je mets en place en termes d'action indirecte, d'action commerciale indirecte, qui va être de nature à me prescrire sur un client employeur direct. Et donc là, c'est donc de bien identifier les annonces qui vont être diffusées par les cabinets de recrutement, par les cabinets de chasse, les boîtes intérim, parce qu'on a au moins les missions et le profil, même si on ne sait pas qui est l'employeur derrière, et c'est se présenter spontanément pour se rendre visible auprès de ces intermédiaires de l'emploi-là. Marché invisible direct, c'est identifier des entreprises en direct avec lesquelles on pense avoir potentiellement des passerelles, soit métier, soit secteur. Donc on a quelque chose à dire pour customiser finalement une candidature spontanée. Tout cela, bien évidemment, en optimisant par un benchmark de ce dit employeur. Il faut qu'on ait des informations comme quoi il va recruter, sur quel type de fonction. Et donc de pouvoir présenter une candidature qui soit ciblée, là encore, par rapport à des besoins pressentis, induits par des sources d'enquête, d'investigation que vous auriez menées en amont. Et enfin, le marché transparent qui est plus orienté réseaux sociaux à proprement parler, avec des notions de, de posts, d'alertes, de benchmark, de communiqués de presse sur votre fil que vous obtiendriez en likant les pages entreprises et en se mettant en relation avec les bons décideurs de ces entreprises-là. Et là encore, candidature ciblée par rapport à une anticipation de poste non diffusée formellement par l'entreprise, mais dont on aurait quand même des informations par échange sur le message privé ou par le biais des alertes. Ça récapitule un petit peu le type de candidature que l'on doit mettre en place en fonction de chacun des marchés. Pour finir, il y a deux méthodes, un peu comme en marketing, si vous voulez, par rapport à son offre collaborative. On parle de recherche en mode push et en mode pull. Alors, push, ça veut dire aller vers l'employeur. On part de la définition que c'est plutôt des techniques de recherche actives. Par contre, quand on est en mode pull, on a plus une tactique qui consiste à faire venir le chaland. Et donc, on est plus en mode marketing com, si je puis dire. Et donc, on est là plutôt dans des recherches passives ou de veille, qui collent bien avec d'ailleurs les gens qui sont plutôt en poste, il faut le reconnaître. Les méthodes pull, c'est plutôt les gens en poste qui ne sont pas inquiétés, mais qui ont une réflexion de changement de carrière ou de poste. Et le push, c'est plus pour les gens qui sont vraiment en recherche d'emploi. Alors pour le push, c'est postuler à des annonces diffusées, postuler par candidature spontanée ciblée, c'est développer une attitude prospective sur les réseaux professionnels pour, comme on l'a dit, dénicher les besoins en recrutement et postuler en one-to-one, ciblage des demandes, de contact avec les recruteurs, les dialogues en message direct, privé, notamment réseaux sociaux. C'est prospecter en spontané et physiquement aussi, parce qu'on l'oublie, tout n'est pas digital. Les intermédiaires de l'emploi et les prescripteurs qui peuvent être dans votre réseau social personnel, privé aussi, pas que professionnel, pour être cooptés et participer à des événements physiques plutôt, voire des webinaires, pourquoi pas, salons, forums, de chambres de commerce, petits déjeuners, etc., pour développer de la visibilité. Donc là, on est vraiment dans des méthodes d'action pour optimiser sa recherche d'emploi. Le pull, c'est de manière plus passive, déposer un CV en ligne, par exemple, sur une CV Tech, sur les CV Tech, des différents job boards d'ailleurs que j'ai listés en début de webinaire. C'est développer un positionnement image sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus qualitativement réfléchir à sa marque candidat. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le feu au lac.
on veut changer, mais ça peut être à moyen terme ou long terme. Le but étant de se faire connaître et de se rendre visible en générant du trafic autour de sa marque personnelle, d'intervenir sur des groupes de discussion, d'envoyer ou de partager des communiqués de presse, de s'abonner à des pages entreprises et employeurs. L'idée là étant de développer plus la veille économique, la veille emploi, la veille sur les entreprises et de pouvoir, au cas par cas, en fonction des éléments, adresser une candidature si l'opportunité en vaut la chandelle. Et l'autre aspect, c'est créer les fameuses alertes email pour recevoir les annonces par fonction sur les différents job boards et faire le choix d'y répondre ou pas. Voilà à peu près comment on peut structurer, je dirais, cette notion de candidature autour de ces différents marchés de l'emploi. Avant de terminer, puisqu'on est dans le timing, est-ce que vous avez encore des questions à poser par rapport, par rapport à ce thème, par rapport au marché en live? Johan, tu as des questions? Oui, j'en ai une. Je t'écoute. Moi, c'est plutôt du côté en fait recruteur. Donc, si nous on veut attirer des futurs talents, il faut qu'on soit nous hyper attractifs. Donc, par exemple, moi qui n'ai pas de site internet parce que j'en ai pas besoin, il faut mieux que j'en fasse un en orientant en fait sur l'intérêt de venir bosser chez moi, quoi. Le site web est un passage obligé de plus en plus, mais ça dépend. Votre structure, elle est grosse, elle est petite, elle est moyenne, elle est comment? Elle est petite, on est 20 employés, mais on est en pleine phase de croissance où on est en train de se développer sur toute la France. Et donc, l'objectif, en fait, c'est d'essayer de recruter du monde. Mais, donc, justement, sur quel type de métier? Vous êtes dans quelle activité, juste pour info, comme ça? Dans la santé. La santé, d'accord. Bon, alors le site web, ça peut être intéressant, c'est sûr, c'est un bonus. Après, je connais des très petites entreprises qui arrivent via les réseaux sociaux, enfin via LinkedIn en l'occurrence, et via la parution d'annonces sur Pôle emploi et l'APEC à recruter très bien. Mais c'est vrai que c'est du temps. Le recrutement, c'est du temps. Donc après, peut-être que si vous recherchez des profils spécifiques, parce que vous n'avez pas précisé les types de profils que vous recherchez, plus c'est du spécifique, plus ça devient pénurique, parce que vous êtes quand même sur un secteur qui a le vent en poupe. On n'est pas sur un secteur en perte de vitesse, vous voyez. Donc, on sait bien qu'en pharma, en sciences, en santé, les profils sont de plus en plus rares, donc il faut les débaucher parfois. Donc, à vous d'aller sur les CV Tech aussi, de l'APEC, de Pôle emploi. Vous pouvez, moi, je chasse dessus, je chasse sur LinkedIn, mais il faut avoir du temps. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le temps, il faut passer par des cabinets comme moi. Voilà. Parce que le temps, c'est moi qui vous le fais gagner. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas gratuit. C'est un peu le défaut. Voilà. Mais vous pouvez arriver à générer des leads tout seul sur LinkedIn en lançant des alertes, mais il faut bien accepter un maximum de contacts directs. Et il faut marketer votre page, ça sera aussi le thème de la fois prochaine, de telle sorte à ce que vos besoins en recrutement soient bien mis en évidence sur votre page de présentation en tant qu'employeur. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est du marketing digital orienté recrutement. Merci. D'autres questions? Oui, Christophe, c'est Kamel. Oui. Hamza, je peux? Hamza, écoute, Kamel, avec plaisir. Nous écoutons ta question. Merci. Merci beaucoup. Donc, pas de question. Je passe par votre assistant. Donc, voilà, la question est la suivante. Oui. L'intelligence artificielle, en fait, sachant qu'il y a pas mal de CV qui arrivent dans les boîtes. Ah oui, ça j'ai eu affaire à des boîtes qui, pour les CV, pour la gestion de CV et tout, ils font de l'intelligence artificielle, et même aussi pour les interviews. Donc, sur Skype, pour analyser toute la gestuelle. Bon, ça c'est normal. Profil. Non, via l'intelligence artificielle. Pas via. C'est-à-dire un entretien Skype sans avoir un humain derrière l'écran, c'est ça que vous voulez dire? Oui, on pose des questions et on répond. Et par rapport à la gestuelle qu'on fait, fermer les yeux, être gêné, tout ce qu'on fait naturellement. D'accord.
voilà, ils font d'analyse de profil. Est-ce que ça va dans comment vous voyez le futur par rapport à ça, par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport à tout ce genre de, on va dire, de recrutement sophistiqué? Est-ce que ça va se répandre de plus en plus ou est-ce que vous allez partir en chômage, quoi? Si je veux. Alors, recrutement sophistiqué, moi j'ai un avis assez tranché dessus, mais bon, pour moi c'est pas du tout sophistiqué, donc voilà, que les choses soient claires. Donc, j'appellerais ça de l'industrialisation du recrutement. Donc, effectivement, il y a de plus en plus d'employeurs qui ont envie d'industrialiser la démarche de tri et de sélection déjà des CV par des mots-clés